C'était censé être un simple détour, juste un trajet rapide à travers un village peu connu en route vers un site immobilier. Mais alors que la Ferrari noire glissait le long de la rue étroite, son moteur feutré murmurant sous l'horizon poussiéreux, Adrien Wolf, vêtu d'un costume noir impeccable et d'une cravate rouge sang, appuya sur la pédale de frein. La rue était calme, mais pas silencieuse. Quelques femmes vendaient des fruits et des paniers. Des motos passaient en vrombissant. Une faible statique de radio s'échappait d'une fenêtre de boutique fissurée. C'était un endroit que le temps semblait avoir oublié. Et puis, il le vit, un petit garçon noir, pas plus de 8 ans, trébuchant sur la route inégale, ses bras tremblants sous le poids de 2 énormes sacs en tissu gonflé, attachés en travers de son dos. Sa chemise rouge foncée était déchirée au col, une manche presque arrachée. Son visage luisait, non pas de sueur, mais de larmes. De grosses larmes impuissantes coulaient librement tandis qu'il sanglotait bruyamment, octant d'épuisement. Il ne marchait pas. Il se traînait. Les passants le dépassaient sans même lui accorder un regard. Adrien cligna des yeux. Son pied resta figé au-dessus de l'accélérateur. Le garçon s'effondra à genoux. L'un des sacs glissa sur le côté, manquant de le faire basculer au sol. Il gémit, un son rauque et brisé qu'aucun enfant ne devrait produire. Pourtant, il essuya son visage avec le dos de sa main crasseuse, se releva avec effort, serrant les dents, les lèvres tremblantes. La main d'Adrien serra le volant. Ce n'était pas normal. Il gara la voiture d'un coup sec et bondit dehors, claquant la portière si fort qu'un vendeur de rue sursauta. Les chaussures vernies d'Adrien claquèrent bruyamment sur le béton. « Et » cria-t-il. « Petit, attends. » Le garçon tressaillit, ses yeux écarquillés de peur. Puis il s'enfuit, les sacs traînant derrière lui, ses épaules ployant sous le poids, ses sanglots redoublants. « Arrête. Je ne vais pas te faire de mal. » lança Adrien, esquivant des charrettes et des passants stupéfaits. Il sprinta dans la rue étroite, le cœur battant, non pas d'effort, mais d'une sensation étrange, une oppression dans sa poitrine. Cet enfant était en danger. Il le sentait. Le garçon tourna au coin d'une rue, trébuchant presque. Le poids des sacs rebondissait derrière lui comme des ancres. Adrien le poursuivit dans une ruelle. Poubelle, porte rouillée, aboiement lointain, un autre trébuchement, un autre cri. « Arrête !» cria Adrien plus fort cette fois. « S'il te plaît, arrête !» Les jambes du garçon cédèrent enfin. Il s'effondra près d'un muret, une main agrippant la sangle sur sa poitrine, l'autre traînant le sac comme s'il préférait s'arracher le bras plutôt que de le lâcher. Adrien le rejoignit et s'agenouilla. Il vit l'enfant trembler comme une feuille. Son visage était maculé de saleté et de larmes. Ses lèvres étaient gercées. Ses yeux, grands ouverts, confus, terrifiés. Et, murmura Adrien, levant les mains en signe d'apaisement. Je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit. Je le jure. Le garçon haleta, toussant violemment. Adrien regarda les sacs. Ils étaient cousus avec des cordes et des ceintures, maladroitement remplis, lourds. « Qui t'a donné ça ?» demanda Adrien doucement. « Qui t'a fait porter tout ça ?» Le garçon ne répondit pas. « Où sont tes parents ?» tenta-t-il à nouveau. La lèvre de l'enfant trembla, puis, dans un murmure à peine audible, partit. La gorge d'Adrien se serra. Il tendit la main pour détacher une des sangles de la poitrine du garçon. Ce dernier recula brusquement. « Non, c'est bon. Je veux juste t'aider, » dit Adrien doucement. « Tu n'as pas d'ennui. » Les larmes coulaient plus fort maintenant. « Tu vas tout jeter, » murmura le garçon point. « Je ne jetterai rien, » promit Adrien. « Laisse-moi porter ça pour toi, juste une minute. » Un long silence. Puis, lentement, le garçon hocha la tête. Adrien souleva délicatement l'un des sacs et manqua de perdre l'équilibre. Il était bien plus lourd qu'il n'y semblait, rempli de tissu dense, de pièces métalliques, d'une bouteille en plastique cliquetant de pièces de monnaie. Ses yeux se posèrent à nouveau sur le visage du garçon, creux, pâle, tremblant. Ce n'était pas juste de la pauvreté. C'était du désespoir. Adrien posa le sac avec précaution et s'assit à côté de lui sur le sol, son costume coûteux frôlant la poussière du trottoir fissuré. Le garçon serrait le second sac contre sa poitrine comme un bouclier. « Ne regarde pas dedans » marmonna-t-il. Adrien ne le fit pas. Au lieu de cela, il demanda « Comment tu t'appelles » ? « Mo, répéta Adrien doucement. « Pourquoi tu pleures ?» La bouche de l'enfant s'ouvrit, se referma, puis, dans une voix qui se brisa comme une branche, « Parce que je ne sais plus où aller. » Ces mots frappèrent plus fort qu'un cri. Adrien le fixa, sans voix. Dans toute sa richesse, dans toutes ses victoires en salle de réunion, il n'avait jamais entendu une vérité aussi petite et aussi dévastatrice. Elle regarda autour de lui. Personne ne s'était arrêté. Personne ne s'en souciait. Juste un enfant, un mystère, un poids qui brisait son petit dos. Et Adrien ne connaissait toujours pas toute l'histoire.
Mais quelque chose lui disait qu'il devait la découvrir. Adrien resta assis sur le sol à côté du garçon, son costume noir se couvrant de la poussière du trottoir fissuré. La Ferrari noire ronronnait au loin, toujours éclatante sous le soleil, mais Adrien n'y prêtait plus attention. Toute son attention était fixée sur l'enfant tremblant à ses côtés. Il s'appelait Milo, 8 ans, pleurant, couvert de bleu, et serrant un sac comme s'il contenait son âme. Le sac qu'Adrien avait posé pesait au moins 20 kilos, et pourtant, le garçon entraînait deux, seul, sous la chaleur, avec des pieds couverts d'ampoules et sans destination. Et la voix d'Adrien était basse maintenant. « Milo, où allais-tu » Le garçon hésita, ses bras enroulés autour du second sac, ses petits doigts enfoncés dans la sangle comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'envoler. À la ville d'Aix en grave côté, murmura-t-il. Quelqu'un là-bas, peut-être qu'ils m'accueilleront. L'estomac d'Adrien se noua. Tu marches seul jusqu'à une autre ville ? Milo hocha la tête. Maman disait, quelqu'un t'aidera si tu continues à marcher assez loin. Adrien expira brusquement, sa voix se brisa. Où est ta mère maintenant ? Milo ne répondit pas. À la place, il fouilla avec des doigts tremblants dans la poche avant du sac et en sortit une photo pliée. Elle était usée sur les bords, abîmée par l'eau, mais l'image restait claire. Une belle jeune femme noire tenant un bébé, rayonnant de fierté. Elle se tenait devant une petite cabane en bois. La même tristesse dans ses yeux vivait maintenant dans ceux de Milo. Adrien prit la photo avec douceur. C'est elle ? Milo hocha la tête. Son menton trembla. Elle ne s'est pas réveillée hier. Adrien releva lentement les yeux. Quoi ? Elle était très malade depuis des jours, murmura Milo, sa voix fragile, comme si chaque mot lui écorchait la poitrine. Et hier soir, elle ne s'est pas réveillée. Adrien ne pouvait plus respirer. Je suis resté avec elle, continua Milo. J'ai attendu toute la matinée, mais elle n'a pas bougé. Alors, j'ai tout emballé, son foulard, ses vêtements, la nourriture qu'il nous restait. Je ne pouvais pas la laisser, alors j'ai pris sa photo aussi. Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. J'ai attendu que quelqu'un vienne aider, mais personne n'est venu, alors je suis parti. Adrien fixa le garçon, muet de stupeur. Autour d'eux, la vie continuait. Les motos passaient. Une radio jouait de l'autre côté de la rue. Les gens parlaient, marchandaient, riaient. Et pourtant, ici, sur le trottoir, le monde s'effondrait en silence. Adrien posa doucement une main sur l'épaule du garçon. Tu portes toute ta vie sur ton dos. Milo essuya son visage, essayant d'être courageux. Je ne voulais rien perdre d'autre. Adrien baissa les yeux sur le sac qu'il avait ouvert plus tôt. Maintenant, tout prenait sens. À l'intérieur, il n'y avait ni objet volé ni rebut sans valeur. Il y avait des miettes de pain, une couverture déchirée, une poupée à laquelle il manquait un œil, une tasse fissurée avec le mot « Maman » gravé dessus, un foulard, une robe usée pliée avec tant de soin qu'elle semblait sacrée. Chaque objet était à elle, à sa mère, sa dernière présence dans ce monde, et Milo les avait traînés sur des kilomètres parce que personne d'autre ne portait son souvenir. Adrien sentit une boule se former dans sa gorge. Il se leva lentement. « Milo, est-ce que je peux t'emmener dans un endroit sûr ?» Le garçon leva des yeux grands et méfiants. « Je ne jetterai rien, je te le promets, » ajouta Adrien. « Mais tu ne devrais plus porter ça tout seul. » Milo hésita. Puis, un hochement de tête. Un petit hochement, réticent. Adrien se baissa et ramassa les deux sacs, un dans chaque main, grimaçant sous leur poids. La charge physique n'était rien comparée à ce que Milo portait dans son cœur. Ils marchèrent vers la Ferrari. Les gens les regardaient maintenant, l'homme à la cravate rouge marchant côte à côte avec le petit garçon déguenillé. Quelques sourcils levés, quelques murmures, mais Adrien s'en moquait. Il ouvrit la portière côté passager, plaça les sacs à l'intérieur avec soin et aida Milo à monter. Puis, avant de s'installer au volant, Adrien jeta un dernier regard au village, cet endroit où personne ne s'était arrêté, où les larmes d'un enfant n'étaient qu'un bruit de fond. Elle démarra le moteur et s'éloigna, non pas vers l'hôtel ou le bureau le plus proche, mais vers l'hôpital le plus proche, puis les services sociaux, et enfin un avocat. Avant la fin de la journée, Adrien organisa discrètement avec les autorités locales un retour à la cabane que Milo avait décrite. Là, ils la trouvèrent, reposant paisiblement, tel que son fils l'avait laissée, enveloppée dans une couverture qu'elle utilisait autrefois pour le bercer. Avec l'aide d'Adrien, elle reçut une sépulture appropriée, rien de fastueux, mais digne, paisible, entourée de fleurs. Milo se tenait près de sa tombe, tenant sa photo, sa petite main serrant fort celle d'Adrien. Ce jour-là, il ne pleura pas. Il murmura simplement, « Maintenant, elle peut reposer, parce que je ne suis plus seul. » Quelques mois plus tard, une nouvelle photo trône sur le bureau d'Adrien Wolf. On y voit Milo, souriant dans un uniforme scolaire, debout à côté d'Adrien devant une maison en pierre. Il porte toujours la photo de sa mère partout avec lui. Il porte encore son foulard autour de la sangle de son sac à dos.
Mais maintenant, il ne marche plus seul.